L'Équateur, le pays aux 50 volcans, dont 7 en activité. Une succession de sommets uniques au monde. Dans ce pays de 13 millions d'habitants, un tiers de la population vit sous la menace d'une éruption. Face au danger, les Équatoriens ont développé un fort sentiment religieux. Au-dessous des volcans, seul le ciel protège des colères de la terre. Au nord de la cordillère des Andes, culminant à plus de 6000 mètres, l'Équateur doit son nom à sa position géographique. Au XVIIIe siècle, des scientifiques français calculent que le pays se situe à égale distance des deux pôles. Ils y tracent le départ de la ligne d'équateur. Parmi les volcans actifs, le Tungurahua est l'un des plus dangereux. Les 20 000 habitants de Baños ne sont pas inquiets. Depuis 5 siècles, la ville a connu de nombreuses éruptions, mais n'a jamais été détruite. On s'en remet à Dieu pour tout et n'importe quoi. Je vais bénir une voiture, comme tous les jours de l'année. Nous pensons qu'avec la bénédiction, tout se passe bien. Nous conduisons bien, la voiture va bien. C'est une tradition que nous avons. Nous avons foi dans les miracles de la Vierge. Pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre y del Hijo, para vivir mejor ya. Pero más las familias. Dieu protège des accidents de voiture, la Vierge des colères du volcan. Son los milagros de la Santísima Virgen. Ça, ce sont les miracles de la Vierge. Ici, l'éruption du Tungurahua. On note que la Sainte Vierge lève la main et retient l'éruption du volcan. Dans l'histoire, le volcan connaît des éruptions tous les 100 ans. C'est un cycle. En 1999 a commencé la dernière éruption et elle a duré jusqu'à cette année. Il y a eu 10 ans d'éruption et rien ne s'est passé. La population expérimente la protection de la Sainte Vierge. Les scientifiques disent qu'il va y avoir du feu et que ça détruira la population. Une grande peur. Mais je vous le dis, il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien et il ne se passera rien parce que nous sommes sous sa protection. Nous sommes les témoins de la protection de la Vierge et de Dieu. À Baños, la foi soulève les montagnes et les volcans bâtissent des églises. C'est de la pierre du volcan Tungurahua. Tout est en pierre du volcan. C'est ce qui est typique de cette église. La pierre du volcan signifie l'union entre le volcan, la Vierge et Baños. C'est curieux, non? Forte de cette protection divine, la ville a fait du volcan sa richesse. Les thermes volcaniques sont réputés dans tout le pays. Depuis plus de 40 ans, Raúl Moncayo veille sur eux. C'est le sédiment fabriqué par l'eau. C'est du soufre? Absolument. Et c'est bon pour quoi? Pour la peau du visage. Dans ce lieu là-bas, on trouve ce qu'on appelle les yeux de l'eau, d'où sort l'eau de la montagne.
Regarde l'eau sortir. Une eau à 48 degrés. Mama Tungurawa, on l'appelle. Elle nous fait peur, mais elle nous apporte des touristes. Et c'est eux qui nous donnent l'argent. Et c'est important? Et c'est important, l'argent. Les touristes affluent au bain de la Vierge. L'eau est si chaude que c'est presque le baptême du feu. Et le soir, c'est le dernier endroit où l'on cause. Allons à la piscine. Ce sont des piscines où on ne vient pas pour nager. On reste là tranquillement pour discuter. Ce sont des eaux thermales naturelles. Des eaux qui sont naturellement à température, qui sortent de la montagne. Les gens se baignent de cette manière. 10 minutes dans l'eau chaude, et après ils se mettent sous la fontaine d'eau froide. C'est super froid, 16 ou 17 degrés, alors que la piscine est à plus de 42 degrés. C'est le changement de température qui est bon pour la circulation sanguine, pour les maladies, les rhumatismes, l'arthrite, la douleur dans les os. C'est bon. Les volcans et les thermes ont fait de Bagnos une cité prospère. Une nature sauvage, des cascades et des curiosités géologiques. La ville est l'une des premières destinations touristiques de l'Équateur. Même si la Vierge veille, il faut être vigilant. Des bénévoles se relaient en permanence pour surveiller le Tungurahua. Sur sa propriété, à 2 km du cratère, Carlos Sanchez prend son rôle très à cœur. On ne peut pas se sentir tranquille même si pendant 2 ou 3 mois le volcan est silencieux. Le volcan peut nous préparer de nouvelles surprises dans son intérieur. Nous allons procéder au nettoyage de la cendre sur le panneau solaire. C'est fondamental pour faire une analyse auprès des volcanologues. C'est la base dans une station de surveillance, comme la récupération des cendres sur le panneau solaire. Je considère cela comme une obligation patriotique et morale de collaborer avec les volcanologues en faisant ce travail. La línea fumarólica, estamos detectándole. En 1999, lors d'une éruption du Tungurahua, une photo prise de nuit a suscité bien des interprétations. On voit les cheveux, l'œil, le nez et les lèvres. Et je leur ai dit qu'il n'avait pas de cornes parce que c'est un enfant diable. Mais d'autres m'ont répondu que non, qu'il n'avait pas de cornes parce qu'il était célibataire. S'il avait été marié, sa femme lui aurait mis des cornes.
Une explication comme une autre. Mais la lave, elle, était bien réelle. À tout moment, une nouvelle éruption peut se produire. Carlos dirige une simulation d'évacuation. C'est très important de savoir ce que les gens doivent faire dès qu'il y a la sirène. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire dès qu'ils entendent la sirène. Un coup assez long, qui signifie que quelque chose de grave se passe avec le volcan. Nous allons à la simulation. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que nous nous préparons pour une éruption probable, plus forte que celle que nous avons eue par le passé. Et c'est important? C'est important. Nous sommes à peu près 130 familles dans la communauté. Cette préparation est nécessaire à cause de ce qui pourrait se passer dans le futur. On a un plan qui est connu de tous. J'ai du respect pour le volcan. C'est notre ami. Je ne le vois pas comme un ennemi. Si Baños a toujours été épargné, d'autres villages n'ont pas eu cette chance. Lors de la dernière éruption, en 2008, des coulées de boue ont détruit la route et isolé Penipé. Il faut désormais des heures de voiture pour s'y rendre. Laura Vaca vit dans la région. Cette route était complètement goudronnée. Et tout a été détruit. Mais où était la route? Là, ici. Après, on a ouvert une autre voie là-bas. Et avant, elle était là? Ici, oui. Juste ici. La coulée de boue a commencé dans la partie haute du volcan. Ça prend de la force, encore et encore, jusqu'à arriver au bout de la rivière, là en bas. La faille continue de s'élargir. Voici quelques-unes des familles qui sont restées vivre ici. Sur 48 familles, 4 seulement ont préféré rester au village, comme Vicente et Rosa. Les cendres du volcan ont été dévastatrices. Et on est où là? Sur le terrain de basket. Et ça, c'est quoi? Ce sont les cendres de l'éruption. Et ça, c'est l'école des enfants. Combien d'élèves il y avait ici? 85 élèves. L'éruption a eu lieu à 2 heures du matin. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Nous, on n'a nulle part où aller. Là-bas, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on n'a pas les services de base pour survivre. Il faut bien que l'on survive ici, car vivre en ville, c'est trop dur. Il y avait des cendres partout, vraiment partout. On est parti très peu de temps et il a fallu tout nettoyer, la terrasse, les cendres. Comment est-ce qu'on peut vivre ici avec la menace permanente du volcan? On est habitués. Vous n'avez pas peur? Avant, on avait peur. Maintenant, non. Il est éteint. Il est plus tranquille. Depuis l'été 2009, le volcan Tungurahua s'est rendormi pour une dizaine d'années.
si Dieu le veut et si les scientifiques le confirment. À 60 km à l'est du Tungurahua, le Chimborazo est le plus haut sommet d'Équateur. 6270 mètres exactement. Éteint depuis 10 000 ans, sa terre est rouge et ses neiges éternelles. Des Indiens quechua vivent sur les paramos, les contreforts du volcan. Ces hautes terres constituent un gigantesque réservoir d'eau à 4000 mètres d'altitude. Elles sont la propriété collective des communautés indigènes qui se les répartissent comme elles le souhaitent. Après avoir déterminé leur zone de pâturage, les Quechua font une pause déjeuner. Qu'est-ce que c'est? Machica, c'est de la farine d'orge avec du sucre de canne. C'est une tradition des peuples indigènes de faire un déjeuner communautaire. César est l'un des chefs quechua. Comme c'est une propriété communautaire, on est tous propriétaires. Les camarades sont en train de faire un parcours pour fixer des points. Ils formeront une ligne de frontière agricole. D'un côté, les familles pourront utiliser le terrain en pâturage et utiliser la paille comme moyen de combustion, comme bois de chauffage. De l'autre côté, ce sera une aire protégée, mais ça reste à la communauté. Nous sommes sur un projet qui consiste à préserver la surface de nos terres pour protéger les éponges naturelles et maintenir la qualité de l'eau. C'est l'avenir de la communauté qui est en jeu si on ne protège pas le paramos. Les plantes forment des petits réservoirs comparables aux tourbières. Cette réserve d'eau, indispensable pour alimenter les villes, intéresse beaucoup les autorités. Depuis 10 ans, on a observé la diminution du débit. Cela se voit dans la réduction des petits cours d'eau qui alimentent les canaux et qui s'utilisent aussi pour la consommation des êtres humains. À une vingtaine de kilomètres se trouve la retenue d'eau creusée par le gouvernement. La route construite pour l'occasion défigure la montagne. C'est une obligation du gouvernement provincial de veiller sur tous. Mais en même temps, ils détruisent la nature. Dans la condition indigène, la mère nature est liée à la vie. Sans la nature, cela n'a pas de sens. C'est quelque chose de spirituel. Nous faisons partie de la terre. Ce qu'on voit là, les coupures qu'on fait à la terre, c'est comme si on nous coupait une partie du corps. Et tous les circuits qui servent à conduire l'eau se dispersent et vont dans d'autres directions. Les terres de haute montagne sont peu fertiles. Les Quechua sont très pauvres. Pour améliorer leurs conditions de vie, César a regroupé les 400 familles, jusque-là disséminées sur des dizaines de kilomètres carrés.
À partir de l'an 2000, on a commencé ce village pour que les familles puissent se concentrer, s'organiser pour avoir un centre de santé, le marché. Ce sont des choses que l'on gère. Ici, depuis quelques années, les gens vivent de l'élevage. On va à la fromagerie qui rend service à la communauté en achetant le lait. Les prix ne sont pas élevés. Véronica a 19 ans. Elle est née au village. Ses journées commencent toujours par la traite des vaches. Quel est le volcan que vous aimez le plus? Le volcan que j'aime le plus, c'est le Chimborazo, parce qu'il est très haut. Il est joli? Il est joli. Il est juste en face de nous. C'est un bon environnement, pas contaminé. C'est bien. On travaille toute la journée. C'est facile ou pas? C'est facile. Véronica et son mari vendent leur lait à la fromagerie de César. Aucun produit chimique dans les pâturages. C'est du 100% bio. Les fromages et tout ce que je produis ici sont considérés comme des produits bio, car je n'utilise pas de produits chimiques. On fait un tour depuis Guaranda. Ça fait 3 heures pour acheter du fromage. Un fromage qu'on ne s'attend pas à trouver en Équateur. C'est du fromage frais? Non, celui-ci a 3 ans. Il faut prendre la râpe pour le râper et ça fait de la poudre pour les spaghettis. C'est quel type de fromage? C'est du parmesan italien. Du parmesan italien. Italien, oui. Du parmesan, fabriqué sur la plus haute montagne d'Équateur, une dégustation s'impose. Il est fort. Il est fort. Il est fort ça. Il est fort. Bon. Bueno, aussi. Il est bon. Aussi. Necesitamos spaghetti. Il nous faut des spaghettis. Si. Nous partons pour Quito, la capitale, par la Panaméricaine, la route qui traverse tout le continent. En Équateur, elle passe par l'avenue des volcans, comme on l'appelle ici, véritable colonne vertébrale du pays. Cette avenue des volcans fait 300 km et il y a 55 volcans. Simplement d'ici, nous on peut voir le Cotopaxi qui est juste ici à 5897 mètres, le Cerro Hermoso. Et grâce aux indications qu'on a pu avoir des gens comme ce jeune homme qui passe, on a réussi à trouver que ce volcan là juste en face, c'est le volcan Corazon. À 2800 mètres d'altitude, la capitale s'étale au pied du Guagua Pichincha, un volcan toujours en activité, comme d'autres, autour de la ville. Les 2 millions d'habitants de Quito sont-ils menacés? Nous sommes allés voir Hugo, le responsable de l'Institut de géophysique qui surveille l'activité
Les volcans du continent sont des volcans faisant partie d'un arc volcanique, en relation avec le processus de subduction de la plaque de Nazca, qui est en dessous de la plaque sud-américaine. Il provoque ce volcanisme continental avec des caractéristiques bien spécifiques. En Équateur, il y a au moins 4 millions de personnes qui vivent dans un rayon de 25 km autour d'un volcan actif. Cette population est au moins soumise au danger des cendres. Mais chaque volcan a son danger spécifique et une population qui y est exposée. Si on parle du Pichincha, on peut voir que Quito n'est qu'à 12 km du centre actif. Mais on est dans une situation où le danger est orienté à l'ouest, où personne ne vit. Alors que Quito est à l'est. Mais Quito a quand même subi les cendres. Tout le développement sud de Quito se trouve sous les flux pyroclastiques du volcan Ninahuilca qui a explosé il y a 2500 ans. Et tout le développement nord de Quito est sous la menace du Pululawa. Bien qu'il semble tout près, le sommet du Cotopaxi, le plus haut volcan en activité du monde, est à plus de 50 km de Quito. En quittant la ville, nous traversons la ligne équatoriale. Otavalo est cerné par les volcans. Le plus proche, c'est Imbabura. Les Indiens revendiquent leur identité en portant le poncho et le chapeau traditionnel. La ville est prospère, son marché est le plus réputé du pays. On y trouve tous les légumes originaires de la cordillère des Andes et surtout de nombreuses espèces de maïs, objet d'un véritable culte. Dans cette auberge, on sert le maïs sous toutes ses formes. La plus élaborée est le yamor, une étonnante boisson aux 7 maïs fermentés que Yolanda prépare depuis 40 ans. Il y a combien de sortes de maïs? Tenguil, maïs blanc, maïs noir, maïs jaune, uchurpé, morocha. Et chacun d'eux est différent? Oui, chacun d'eux est différent. Ils ont des saveurs différentes. C'est pourquoi l'union des 7 grains donne une saveur spéciale. Ça fait plus ou moins 100 ans que ça existe à Otavalo. Il y avait d'autres personnes qui en faisaient avant, mais elles sont mortes. On suppose que d'autres personnes le font. Moi, j'ai commencé tard, mais je l'ai bien fait. C'est un goût spécial et c'est un aliment très particulier parce qu'il y a des vitamines et des minéraux spéciaux. C'est bon pour l'anémie et pour les maladies, pour les carences alimentaires. Si tu prends ça, tu vas avoir de la vigueur. C'est la tradition la plus importante d'Otavalo. Ok. Gracias. Gracias. Y amor. C'est bon. C'est délicieux. Délicieux. Un yogourt. Un yaourt bien acide. Il y a 3000 calories dedans, ça se sent aussi. Gracias. Une boisson qui tient au corps, ça aide pour les longues marches.
Les Quechua sont d'ailleurs très adeptes des remèdes naturels. Ils vénèrent la Pachamama, la mère nature. Josefina Lema est médecin. Elle soigne évidemment avec les plantes. On vient ici avec la famille pour se reposer et on vient prendre soin de la mère nature. On vient aussi chercher des remèdes et avec notre famille, on est en contact avec notre colline, notre Pachamama. Ces deux plantes sont complémentaires pour le bain. Cette plante que je prends est pour soigner les patients, pour leur donner le bain. C'est du romarin, ça s'appelle Mingalio. Ces plantes sont spécialement bonnes pour les rhumes et pour les femmes qui viennent d'accoucher. Avec tous les éléments qui se trouvent ici, je me sens douce, tranquille, reposée. Je ne sens pas la fatigue. Ici, je me nettoie. Et quand je travaille à la consultation chez moi, je suis chargée de mauvaises énergies. Je viens à la colline, je viens ici sur cette colline pour être en contact avec Mère Nature et les plantes, l'eau et toutes ces choses naturelles. Josefina Lema pratique une médecine traditionnelle très prisée des indigènes. Pour établir son diagnostic, elle utilise un cochon d'Inde. On cherche en frottant avec le couï où ils ont les maladies. Et c'est comme ça que l'on peut trouver le problème. Et ça me fait comme si j'allais vomir. Toutes les mauvaises énergies m'attaquent. Et c'est pour ça que ça me fait vomir. Les organes du cochon d'Inde révèlent les maladies de la patiente. Elle a beaucoup de maladies. En faisant le diagnostic, on a découvert des maux de tête, des intoxications du cœur, du foie aussi. On a aussi des problèmes de champignons dans le ventre. Les voies urinaires aussi sont affectées. Et je suis en train de lui faire une ordonnance pour toutes ces maladies. Cette médecine est à présent reconnue par l'État équatorien. Le gouvernement actuel est très proche des mouvements alternatifs. Dans ce centre, les patients ont le choix entre médecine allopathique ou traditionnelle. Je viens souvent parce que l'auscultation est meilleure ici. Mes enfants et moi, on est habitués à faire appel à ce type de médecine en premier, et après, le médecin. Une femme est venue consulter pour son fils. J'utilise ce genre de médecine parce que nous avons appris à nous soigner comme ça. C'est ma grand-mère qui a 97 ans qui nous a appris à nous soigner comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est contre les mauvais esprits. C'est pour soigner différentes maladies? Oui, c'est pour tout soigner. Ce sont des pierres du volcan? Oui, ce sont des pierres du volcan. Avec ces pierres, on soigne tout. Ce sont des pierres spéciales. C'est ma grand-mère qui me les a transmises. Ça soigne plein de choses, plein de maladies. On voit qu'il va mieux parce que la nuit, il dort. Il ne se lève plus vers minuit en pleurant.
Cette médecine s'appuie sur les connaissances des Yachaks, longtemps assimilés à des sorciers. En 1998, leur compétence a été officiellement reconnue. Miriam Conejo est la directrice du centre. Dans le cas des Yachaks, c'est le contact et la communication qu'ils établissent avec la Terre et les éléments de la Terre qui importent. Cette connaissance, seule la personne qui a hérité de ce pouvoir peut l'avoir. Et la personne qui a été appelée pour utiliser ce pouvoir. Ils avaient des grands-pères, des arrière-grands-pères qui leur ont transmis ce pouvoir pour exercer cette médecine. Ce sont des phénomènes inexplicables, mais il y a ce pouvoir pour manier les connaissances de la médecine traditionnelle. Je ressens une pression interne ici qui remonte. Ce sont des techniques qui viennent d'avant le Christ. Ce sont des connaissances anciennes. Les plantes ne sont pas nées avec le Christ. Elles sont nées au moment de la création de la terre. Les croyances et traditions prennent de plus en plus d'importance auprès de la jeune génération. Tupac Amaru et Ruminahui portent le nom de deux grands guerriers quechua qui résistèrent aux colonisateurs espagnols. Dans notre histoire, les cheveux longs sont un signe de résistance. Si tu fais la guerre, on peut te couper la main. Mais si on nous coupe nos cheveux longs, tu perds la face. Aujourd'hui, ça signifie force, autonomie, dignité, respect. Les filles aiment bien notre queue de cheval. Les filles indigènes, étrangères, ça plaît à toutes les filles. Les deux frères nous conduisent dans un lieu sacré. Sur cette colline, entourée de 5 volcans, un arbre isolé a poussé, le lechero. L'étranger doit particulièrement respecter ce lieu. La leyenda que nos han contado nuestros abuelos, ¿no? Este Imbabura, el Taita Imbabura, Chamamá, que es la mamá tan grande. Tupac commence à nous raconter les légendes de la montagne. Soudain, sans raison apparente, un de nos micros ne fonctionne plus. Un vent violent se lève, comme si la montagne nous envoyait un signe. Si le vent s'est levé, c'est pas pour rien. Parce qu'il savait que vous veniez. Quand il y a des personnes étrangères qui viennent, il y a du vent. Il faut respecter, c'est comme demander la permission de passer. On est de nouveaux arrivants, mais notre cœur est ouvert et on veut s'intégrer. Il sait pourquoi vous êtes là pour filmer. Et comme le son est très important, il fait intervenir le vent. Autre phénomène étrange, un homme apparaît, sorti de nulle part. Il s'agit de Wilkie, un Yachak très respecté ici. Doté de pouvoirs mystiques, il parle à la montagne. Le Cayambe est situé sur la ligne de l'équateur. C'est le seul volcan qui est situé à la moitié du monde.
c'est le point de pivot du monde et de la cosmovision andine. Ici, avec les montagnes qui nous entourent, comme c'est l'endroit le plus haut de la montagne, ça capte la plus grande partie comme un paratonnerre de l'énergie cosmique. Le vrai centre, le Cusco, le nombril du monde, est ici parce que géographiquement, on est au centre du monde. Les énergies sont polarisées par les montagnes, assimilées par les montagnes et rayonnent. Cette énergie de la planète est revenue récemment dans son site originel, que sont les Andes et les Rocheuses d'Amérique centrale, spécialement au sud, principalement en Équateur. C'est le nouveau Tibet de la planète Terre. C'est le nouveau centre spirituel et magnétique qui va générer une nouvelle culture spirituelle universelle pour tous. Donc nous sommes convaincus qu'en 2012, il va y avoir un changement dans la conscience humaine. L'humanité planétaire sera alors instaurée. 2012, même date que la fameuse prophétie du calendrier Maya. Mais quoi qu'il advienne, par le feu de la terre ou par les puissances du ciel, c'est à la Vierge ou à la Mère Nature que le pays aux 50 volcans, juste au milieu du monde, a décidé de confier ses sommets.